À l'heure où je vous parle en Haïti, il n'y a pas de président élu, il n'y a pas un maire élu, il n'y a pas un député élu, il n'y a pas un sénateur élu, il n'y a pas un élu de la République. Haïti, c'est un désert constitutionnel. Haïti, c'est un désert tout court. Haïti est un pays otage de gangs armés qui ont décidé de faire de notre pays, l'ancienne perle des Antilles, un cauchemar pour tous les Haïtiens et les Haïtiennes qui y vivent. Personne n'est à l'abri. Nous faisons face aujourd'hui à une situation de guérilla et de terrorisme. Les gens parlent de gangs armés, mais c'est du terrorisme. Quand des individus sur la route nationale mitraillent un bus où il y a des pauvres gens qui vont travailler et qui rentreront certainement le soir sans avoir gagné ce qui serait le minimum pour pouvoir apporter un plat chaud à leur famille et qu'ils meurent assassinés dans un autobus sans aucune autre forme de raison, c'est du terrorisme. Donc ce qu'il y a en Haïti, ce n'est pas du banditisme, c'est du terrorisme. Haïti est le pays le plus facile à changer au monde. Par contre, c'est le pays le plus difficile à accéder au pouvoir. Parce que la politique en Haïti se fait dans la boue et dans le sang. Et vous êtes capable, vous, de vous battre dans la boue et dans le sang? Je veux dire, quand il faut se battre, il faut se battre. Aujourd'hui, 4 Cardinaux se déplace au Café Gabriel pour accueillir l'ancien député Jerry Tardieu, ancien député de la circonscription de Pétionville en Haïti, et qui va évoquer avec nous l'actualité haïtienne. Et donc, vous êtes né en 1967, vous avez fait vos études à l'institution Cellule Gonzague à Port-au-Prince, et vos études universitaires en partie aux États-Unis, à Harvard, excusez du peu. Après quoi, vous avez fait donc une sorte de comeback au pays natal et vous êtes lancé dans les affaires. Vous êtes un homme d'affaires plutôt à succès. Et pourtant, vous faites le choix en 2015 précisément de vous lancer dans le combat politique en devenant donc député de la circonscription au Pétionville. Et depuis 2019, vous êtes lancé dans une aventure sinon solitaire, mais en tout cas originale, avec la création donc d'un nouveau parti en avant qui est censé proposer donc une alternative au marasme économique, politique, environnemental que nous connaissons actuellement en Haïti. Donc je voudrais d'abord vous poser la question de savoir pourquoi ce virage à 180 degrés, après avoir été un homme d'affaires à succès, vous êtes lancé donc dans la politique, dans un pays où, a priori, la politique n'attire pas forcément les esprits, on va dire, aussi préparés, aussi affûtés que vous. Que s'est-il passé? Et la politique n'attire pas les esprits affûtés, effectivement, parce qu'en Haïti, aujourd'hui, la politique se fait dans la boue et dans le sang. Mais on y reviendra. Ça ne sera pas toujours comme ça, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un engagement, d'autres visages, d'autres profils, pour donner à la politique, redonner à la politique ces lettres de noblesse, celles qui avaient fait, dans le temps, le succès de grands hommes comme Anténor Firmin, Leslie Maniga et consorts. Mais on y reviendra. Merci de l'introduction que vous avez faite de moi, elle est fidèle. Je n'aime pas utiliser le terme homme d'affaires. Je préfère plutôt entrepreneur. J'ai été dans le secteur privé pendant la première moitié de ma vie et je m'étais toujours dit que j'allais diviser le livre de ma vie en 2 chapitres. Un premier chapitre dans le privé et un deuxième dans le public. Et pourquoi dans le public? Parce que je suis d'une longue tradition, d'une longue lignée familiale qui, depuis l'indépendance d'Haïti, a fait de la politique, s'est occupé des affaires de la cité. Je ne conçois pas une trajectoire de vie dans un pays comme Haïti sans qu'il y ait au moins une implication citoyenne ou politique à un certain moment. C'est pour cela qu'en 2015, justement, j'ai décidé de passer à un autre chapitre de ma vie. J'ai décidé de rentrer en politique. Je me suis porté candidat à la circonscription de Pétionville et j'ai été élu, et je dirais par un vote historique, puisqu'au fond j'étais le candidat à avoir reçu le plus de votes dans ces élections. Je le dis parce que c'est un vote qui me remplit
de fierté, de bonheur, mais qui me donne aussi beaucoup de responsabilités. Au Parlement haïtien, je n'avais pas droit à l'erreur, en raison du vote massif que j'avais reçu de la population. Et je crois que j'ai pu répondre à leurs attentes de par les combats que j'ai menés, les lois que j'ai déposées et surtout la bataille pour la révision constitutionnelle qui était une demande de la population, des jeunes qui m'avaient voté. Donc en fait, voilà, c'est difficile de résumer 55 ans d'une vie en quelques mots. Vous avez dit l'essentiel, mes études. Je dirais que je me considère comme étant un auteur parce que j'écris. J'aimerais ici vous rappeler, professeur Théodate, un souvenir dont vous ne vous rappelez certainement pas. Non pas que je mette en doute votre capacité de revenir vers le passé, mais je me rappelle vous avoir rencontré pour la première fois au campus Limonade de l'Université d'État d'Haïti. Vous étiez alors responsable de ce campus. Il se trouve que j'avais une vente signature et vous avez été... Je me souviens très bien. Vous m'avez reçu avec beaucoup de courtoisie et ce jour-là. Et une semaine après, j'étais le parrain d'une promotion de la première cohorte d'étudiants qui sortaient du campus Henri-Christophe. Et je me rappellerai toujours du discours que vous avez prononcé ce soir-là. Vous savez pourquoi? C'était un bon discours, bien entendu. Mais vous avez pleuré ce soir-là. Vous avez pleuré, c'est les larmes dont je me rappellerai toujours. Parce que ces larmes étaient les larmes de quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour en arriver à ce que cette cohorte d'étudiants puisse être graduée de l'Université d'État d'Haïti au campus Henri-Christophe de Limonade. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais puisqu'en Haïti, c'est un pays où on oublie de dire merci, où on oublie de saluer les efforts méritoires. Je tiens ce soir publiquement, je ne sais pas si je vous rencontrerai encore demain, vous dire merci. Merci pour les étudiants du Nord, merci pour Haïti et merci de vous être engagés à côté de la jeunesse parce qu'il n'y a qu'un espoir pour Haïti, c'est sa jeunesse. Justement, cette jeunesse, je vous remercie pour ces éloges, très appuyés, mais cette jeunesse qui a massivement voté pour vous en 2015, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'entraîner justement? Quel a été le discours? Quelle a été la promesse? Et si promesse il y a eu, quel bilan? En fait, je pense que c'est le parler vrai. Je pense que les élections, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. C'est la rencontre d'une femme et d'un peuple. Donc c'est un moment de vérité, c'est un moment important, c'est un moment sincère. Et je crois que le langage de la vérité que j'ai parlé à la jeunesse fait qu'ils m'ont fait confiance. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Après avoir gagné haut la main, je me rappelle avoir eu une réunion avec mon comité jeunesse pour leur dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Et unanimement, ils m'ont tous dit, nous voulons une bibliothèque en plein cœur de Pétionville. J'étais étonné de la demande, parce que certains penseraient qu'ils demanderaient un job, un emploi, un avantage financier, non. Ils avaient envie de continuer à apprendre. Et c'est ce que veut la jeunesse haïtienne aujourd'hui. Elle veut apprendre. Cette jeunesse qu'on nous montre dans les réseaux sociaux, qui fait l'apologie de la violence ou qui utilise les armes pour faire leur chemin dans la vie, ce n'est pas la jeunesse haïtienne. On va y revenir tout à l'heure. La jeunesse haïtienne, c'est celle qui m'a demandé cette bibliothèque que je leur ai offerte. C'est la bibliothèque Michel Tardieu de Pétionville, Michel Tardieu du nom de ma mère, parce que c'est elle qui m'a donné aussi le goût de lire. Et c'est elle qui fait que de très tôt, j'ai aimé la lecture et l'écriture et que j'ai écrit mon premier livre à 21 ans. Donc c'est pour ça que je suis d'abord auteur, ensuite je suis entrepreneur. Bien entendu, je suis un citoyen engagé parce que bien avant d'entrer dans la politique, j'étais très engagé dans les questions académiques. Je sortais des livres, je faisais des conférences. Et finalement, je suis un leader politique. Un leader politique parce que, après mes 4 années au Parlement, il fallait faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans les affaires? Est-ce que je tire un trait sur mon engagement politique? Ou bien est-ce que j'essaie d'aller plus loin? Et j'ai consulté beaucoup de mes amis avec lesquels j'avais fait un chemin à la 50e législature. Et ils m'ont dit, il faut y aller. D'où l'idée de lancer un mouvement centriste, réformiste, le mouvement En Avant, qui a un parti pris pour 3 segments démographiques. La jeunesse, plus de 70% de la population haïtienne est âgée de moins de 30 ans. Et beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont ici au Café Gabriel. Je les vois, je les regarde et je les remercie d'être venus d'ailleurs.
les femmes, et je sais que ce que je vais dire va faire plaisir à beaucoup de gens, c'est que moi, de l'expérience qui est la mienne, avec les femmes, on obtient de meilleurs résultats qu'avec les hommes. Je vois des sourires dans la salle. Et la troisième, c'est la diaspora. La richesse d'Haïti est en terre étrangère. C'est le plus grand réservoir de compétences, de capacités. Et on ne dit pas assez de patriotisme et d'amour pour Haïti. Je vois beaucoup plus d'amour pour Haïti dans la diaspora haïtienne très souvent que je ne le vois en Haïti. Et je voyage beaucoup en Haïti. Et je fais toutes les provinces, je reviens du Nord-Est, où j'ai fait Terrier, où j'ai fait Trou du Nord, Ferrier, Wanamet. Et je peux vous dire que je connais bien le pays. Et qu'il y a beaucoup d'amour pour Haïti dans la diaspora. Et cet amour, il faut le faire fructifier. Il faut jeter des ponts entre Haïti, entre les leaders haïtiens, les leaders politiques haïtiens, et cette diaspora qui est là ce soir. Et c'est un peu le sens de ma visite à Paris cette semaine. Justement, on dit que 85% des Haïtiennes et des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent et travaillent à l'étranger. Qu'est-ce que vous avez à proposer à ces 85% d'Haïtiens pour les convaincre de retourner au pays? Beaucoup de choses. Il faut une politique nationale de réinsertion des cadres en Haïti, parce que nos cadres ont quitté le pays. Et ils ont quitté le pays parce que le pays ne leur offre pas l'opportunité de vivre décemment et dignement. Mais ils sont partis physiquement, mais leur cœur est resté en Haïti. Il faut qu'à un certain moment, quand Haïti aura trouvé un minimum de stabilité, que nous puissions favoriser le retour de ces cadres en Haïti. Mais ce n'est pas seulement les cadres. Je pense qu'il faut une politique vis-à-vis de la diaspora haïtienne. D'abord, le premier droit des Haïtiens vivant à l'étranger, qui ne sont pas moins haïtiens que moi, que Saint-Jean-Joseph ou que vous, c'est de pouvoir voter aux prochaines élections. Et dans toutes les élections qu'il y aura. Aux prochaines élections déjà? Parce que les prochaines élections sont importantes. En sachant que les dispositions constitutionnelles d'aujourd'hui ne rendent pas possible cette éventualité. Est-ce que vous pensez que la situation est mûre aujourd'hui pour que nous fassions ce saut institutionnel pour inclure la diaspora dans les décisions qui vont être prises à brève échéance? Le moment est historique et unique. Et je vais ici le dire avec gravité et solennité. Jamais la diaspora haïtienne n'aura été aussi proche de pouvoir voter aux prochaines élections. Sans même la révision constitutionnelle. Et je m'explique. Aujourd'hui, la carte d'identification unique des Haïtiens, connue comme carte dermalogue, c'est celle-ci qui va être utilisée lors des prochaines élections. Avant, en Haïti, nous avions une carte électorale et une carte d'identité. Aujourd'hui, il y a une carte d'identification unique que vous pouvez acquérir, solliciter, demander et obtenir dans quel que soit le consulat dans le pays où vous vivez. À Paris, à New York, à Ottawa, à Montréal. Et muni de cette carte, vous serez en mesure de voter aux prochaines élections. Moyennant, pas à distance. Physiquement, dans des locaux préposés à cet effet, dans les ambassades et les consulats, pour autant que il y ait deux dispositions qui soient prises. La première, c'est que dans la loi électorale, il y ait une phrase qui dit que les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs. Et deuxièmement, bien entendu, il faut qu'il y ait des équipements de telle sorte que vous puissiez aller voter. Moi, je n'oublierai jamais l'image des Brésiliens à Paris, un dimanche lors des élections brésiliennes, debout à la ligne devant l'ambassade du Brésil à Paris, allant voter pour le président de leur choix. Donc, contribuons ainsi à la vitalité démocratique de leur pays. Donc, moi, je crois que c'est important, et merci de m'offrir la possibilité de le dire. Le moment est historique. Moi, c'est une bataille que j'entends mener personnellement, c'est une bataille que notre parti entend mener, mais cette bataille ne sera gagnée que par vous qui vivez à l'extérieur. Et souvent, permettez-moi, professeur Théodate, je suis un peu, pas attristé, mais déçu de voir que notre communauté haïtienne expatriée n'est pas assez dynamique et engagée dans ce combat, qui est en fait le combat pour une nouvelle Haïti. Parce que finalement, cette diaspora qui a plus de 4 millions de personnes qui y vivent peuvent faire la différence
aux prochaines élections. Donc l'avenir d'Haïti peut être dessiné par la diaspora pour autant qu'elle se bat pour obtenir son droit de vote et qu'elle s'engage dynamique, avec conviction derrière ce combat. Justement. Alors, pour engager cette diaspora et en quelque sorte lui donner envie de vous suivre, il faut encore que la situation que cette diaspora a fui s'améliore et ne reste pas dans l'état où elle l'a quitté. Si nous faisons un rapide panorama, rapide état des lieux du pays aujourd'hui, on peut dire que Haïti vit une crise caractérisée à la fois par une dégradation environnementale aiguë. On considère que aujourd'hui à peine 2% du territoire national est couvert de forêts, alors qu'au moment de l'arrivée des premiers colons, en 1492, c'était 90% du territoire qui était couvert de forêts. Aujourd'hui, la mer, qui est un territoire de plus de 1700 km de longueur, avec ce qu'on appelle un méritoire, c'est-à-dire un domaine maritime très important, très riche, est également menacé, avec les mangroves qui sont occupées pour faire du charbon de bois, avec les récifs coralliens qui blanchissent à cause du réchauffement global, etc. Donc une crise environnementale aiguë sur terre comme sur mer. Une crise sécuritaire qui n'est même plus besoin, je dirais, de détailler. Haïti a eu plus de 3000 morts depuis le début de l'année. Personnes tuées par des gangs faites de balles perdues. Le pays traverse une crise alimentaire aiguë. On considère que plus de la moitié de la population est menacée quotidiennement de famine. Et enfin, une crise institutionnelle, parce que depuis le 7 juillet 2021, et l'assassinat du président Jovenel Moïse, il n'y a aucune forme de légitimité, ni sur le plan du pouvoir exécutif, ni au niveau du pouvoir législatif. Vous êtes vous-même ancien député, avec peut-être le rêve de voir rétablir un jour l'État dans ses droits. Comment? Plutôt, qu'est-ce qu'un tel bilan vous inspire en tant que politicien, on va dire, homme politique plus exactement, et éventuellement personne chargée de redresser la situation? Je pense que vous avez fait un bon descriptif du chaos haïtien. C'est une crise multiforme. Elle est environnementale, elle est politique, institutionnelle, légale, constitutionnelle, elle est aussi morale. Haïti vit un moment unique dans son histoire. Jamais le pays n'a connu un moment aussi critique et difficile. Je suis de nature optimiste et je suis de ceux qui croient que dans la vie, ce n'est pas tant la victoire qui compte que le combat. Et pour nous autres Haïtiens, c'est le moment de comprendre que le combat, c'est maintenant ou jamais. La crise politique actuelle, elle date de 2020. 2020, c'est l'année où l'ancien président Jovenel Moïse avait choisi de ne pas faire des élections pour renouveler le personnel législatif. À l'heure où je vous parle en Haïti, il n'y a pas de président élu, il n'y a pas un maire élu, il n'y a pas un député élu, il n'y a pas un sénateur élu, il n'y a pas un élu de la République. Haïti, c'est un désert constitutionnel. Haïti, c'est un désert tout court. Haïti est un pays otage de gangs armés qui ont décidé de faire de notre pays, l'ancienne perle des Antilles, un cauchemar pour tous les Haïtiens et les Haïtiennes qui y vivent. Et j'aime toujours dire à mes amis de province que je rencontre souvent, il ne faut pas croire que ce phénomène restera circonscrit à Port-au-Prince et la zone métropolitaine. Aujourd'hui, c'est l'Artibonite, demain, ce sera le nord, ensuite le nord-est, ensuite le nord. Personne n'est à l'abri. Donc nous parlons d'un pays qui est à genoux, avec des faillites qui se multiplient à longueur de journée, avec une population qui ne rêve que d'une seule chose, c'est quitter le pays, par quels que soient les moyens. Et elle le fait. Elle va au Nicaragua, elle va à Saint-Domingue, elle quitte Haïti par tous les moyens. Elle quitte Haïti parce qu'Haïti les a quittés. Les a quittés au fond d'un gouffre.
Parce qu'Haïti est devenu un pays où seulement une minorité peut vivre bien, alors qu'une majorité vit dans la crasse et la misère. La crise s'est accentuée avec l'assassinat ignoble et crapuleux du président de la République, ce qui a laissé un vide constitutionnel puisqu'il n'y avait aucune provision pour le remplacer. Ceci dit, le Premier ministre actuel Ariel Henry, après 2 ans au pouvoir, est obligé de faire un bilan. Un gouvernement de transition est là pour rétablir la sécurité et organiser des élections. Renouveler le personnel politique, remettre le pays sur les règles constitutionnelles. À date, il n'a pas été en mesure de rétablir la sécurité. Il n'a pas été en mesure de mettre le pays en mode élection. Et pourquoi, à votre avis? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent le justifier, mais continuons sur ce raisonnement et voyons où nous en sommes. Et il y a en Haïti aujourd'hui un problème de gouvernance palpable, réel. Il y a 2 ans de bilan qui nous montrent que ce qui était anticipé n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le plus tôt que possible, il nous faut trouver un compromis politique pour un exécutif équilibré. Celui qui est là n'a pas réussi dans sa mission de mettre en confiance la société et les acteurs politiques. Et le mot confiance est important. Parce qu'une transition, c'est quoi? C'est mettre en confiance qui? Les partis politiques d'abord qui vont concourir aux élections, les électeurs qui vont aller voter, ils ne veulent pas aller se faire massacrer dans les urnes, et la population qui elle aussi regarde et qui juge et qui décide d'aller ou ne pas aller voter. Et qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on trouverait cette confiance qu'on n'avait pas avant? Eh bien, justement, il faut un autre compromis politique. Le Premier ministre Ariel Henry, détenteur de tous les pouvoirs, ne peut pas penser à lui seul pouvoir mener la barque d'Haïti. Il ne peut pas être en même temps chef de gouvernement, ministre de l'Intérieur. Il a les prérogatives même du Parlement puisqu'il fait publier des lois. En fait, il a tous les pouvoirs dans un pays qui est en dehors de la Constitution où il faut aujourd'hui que les forces vives du pays puissent se réunir autour d'une table et convenir d'un menu pour cette transition. Et ce menu est très clair. Le rétablissement de la sécurité, la mise en place d'un conseil électoral impartial, l'élaboration d'une loi électorale qui inclut entre autres le vote des Haïtiens vivant à l'étranger et très naturellement l'organisation d'élections après qu'on ait révisé la Constitution, puisque cette Constitution, vous le savez tous et toutes, elle mérite d'être révisée, changée. C'est mon expérience au Parlement et c'est pour ça que je me suis battu au niveau de à la tête d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui fait l'objet de mon dernier livre, on en parlera certainement tout à l'heure. Donc je pense que tout ça c'est un menu qui doit être exécuté par un exécutif équilibré et on doit le trouver parce que le Premier ministre actuel n'a certainement, et d'ailleurs il a montré qu'il n'a pas les capacités à lui seul de pouvoir mener le pays à bon port, c'est-à-dire faire des élections honnêtes, crédibles et transparentes. Alors, si je vous comprends bien, un gouvernement installé à la tête du pays depuis plus de 2 ans, en l'absence de toute légitimité, sans aucune perspective de transition vers un pouvoir légitimement élu, n'est-ce pas ce qu'on appelle une dictature? Je serais plus précautionneux pour utiliser le mot dictature. Ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est un gouvernement de facto, il est en dehors de la Constitution et de la loi. Et c'est un gouvernement qui a une légitimité ébréchée. Parce qu'il faut dire qu'il y a un accord politique que l'on connaît sous le nom de l'accord du 21 décembre qui prétend donner au Premier ministre une légitimité politique pour combler à l'illégitimité constitutionnelle qui est la sienne. Quelle est la représentativité des partenaires de l'accord du 21 décembre? Et c'est là que je vais y arriver. À part le secteur privé qui est d'une valeur ajoutée, je dirais que la légitimité politique de cet accord est très très faible, presque inexistante. Je ne voudrais pas manquer de dégâts à ceux qui ont signé. Mais on conviendra, et vous êtes un observateur avisé de la vie nationale, que les partis politiques les plus importants sont en dehors de l'accord du 21 décembre. Donc, il faut qu'on puisse en arriver à un compromis politique où ces acteurs politiques se sentiront plus confortables à l'intérieur d'une autre structure de gouvernance. Et une structure de gouvernance qui puisse nous assurer que nous allons aller à des élections
impartiale, honnête, crédible et transparente parce qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs. Les prochaines élections haïtiennes seront refondatrices. Donc, elles doivent être immaculées dans le sens qu'elles doivent permettre vraiment le renouvellement de personnel politique et qu'elles soient non contestées. Parce qu'il faut qu'on mette derrière nous les stabilités pour qu'on puisse maintenant commencer à réfléchir et à planifier l'avenir dans l'ordre, dans la discipline, vraisemblablement en visant la justice sociale et le progrès économique. Donc, si on se résume, crise environnementale, crise économique, crise sécuritaire, crise institutionnelle, est-ce qu'il y aurait une échelle de gravité entre ces différentes crises? Si vous fallait établir une hiérarchie, quelle serait la priorité aujourd'hui? Je ne ferai pas de hiérarchie parce que toutes ces crises en elles-mêmes sont des crises fondamentalement profondes. Que ce soit la crise morale, la crise légale, la crise constitutionnelle, la crise sécuritaire, la crise environnementale. Quand vous dites crise morale, vous pensez à quoi exactement? C'est très simple. Comment se fait-il qu'aujourd'hui en Haïti, on soit obligé de recourir à une entité régionale comme le CARICOM ou à des médiateurs étrangers parce qu'il n'y a plus d'autorité morale en Haïti pour se prévaloir d'une neutralité, d'une notoriété pour offrir ces bons services et obtenir cet accord politique que nous cherchons et que nous ne retrouvons pas. C'est un signe palpable. C'est un signe palpable qu'en Haïti, malheureusement, l'affaissement de la société en général, à tous les niveaux, à l'Église. Regardez ce qu'on a vécu avec les scandales à répétition. Au Parlement, n'en parlons pas. Moi, j'ai fait 4 ans au Parlement, j'ai écrit un livre qui dit tout, dans l'enfer du Parlement. Souvent, j'ai eu l'impression d'être dans une opération plutôt mafieuse que parlementaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons parlementaires, de bons députés ou de sénateurs. Mais dans l'ensemble, c'était lamentable et pénible. Dans le secteur privé, la même chose. Dans un secteur que vous connaissez bien, professeur Théodate, dans le secteur de l'éducation, c'est lamentable. Moi, je suis partout, je donne des conférences, j'ai des causeries débats avec les étudiants. Je vois le niveau. Je vois le nivellement, je vois l'affaissement de la société à tous les niveaux. Donc, il y a quand même des collègues qui font du très bon travail à l'université en Haïti. Vous êtes venu à Limonade, justement, vous avez eu le niveau d'excellence de ce campus. Mais c'est parce que je crois fermement à ce que vous venez de dire qui fait que je suis toujours au combat. Leslie Manigat disait toujours qu'Haïti est un pays d'échantillons. Quand un Haïtien excelle dans une profession, il excelle mieux que n'importe quelle autre nationalité. C'est que, mis dans les bonnes conditions, nous, Haïtiens, pouvons faire preuve d'excellence, de compétence. Malheureusement, l'environnement en Haïti n'est pas favorable. Écoutez, les universités, moi je continue à aller sur le campus Henri-Christophe de Limonade. Mais les étudiants manquent de tout. Les professeurs sont sous-payés. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de programme de transport public. Les rares professeurs qui nous restaient partent tous les jours, attirés par le programme Biden, attirés par le Nicaragua, attirés par n'importe quel pays qui offre une décence de vie à des personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir rester dans leur pays. Mais tout ça concourt à l'affaissement du niveau académique. Et c'est pour ça que nous proposons que l'éducation soit une priorité des priorités. Pourquoi et comment? 1,50 $ sur tous les transferts prélevés de nos amis qui sont dans la salle pour aller financer un fonds occulte domicilié au ministère des Finances dont on ne connaît pas l'utilisation. 1,50 $ sur chaque transfert, ça donne à peu près 30 millions de dollars chaque année. Ça fait beaucoup d'argent, mais relativement, puisque 30 millions de dollars, c'est peut-être beaucoup pour vous et moi, mais à l'échelle d'un pays qui veut se développer, c'est très peu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut sortir des sentiers battus. Ces 30 millions de dollars, il faut faire un leverage. Il faut essayer de le négocier sur le marché international pour pouvoir obtenir 350-400 millions de dollars, avec lesquels nous pouvons faire 5 universités de référence. En termes physiques, bien entendu, mais aussi avec la formation des maîtres, tout un programme autour de l'éducation. Si on ne sort pas des sentiers battus pour aller trouver les moyens
de s'assurer qu'il y ait l'égalité de chance pour tous les Haïtiens. C'est-à-dire que celui qui vit à Port-au-Prince ait les mêmes chances que celui qui vit au Mont-Saint-Nicolas, on n'ira nulle part. Donc c'est important de penser à des formules originales, comme celle que je vous ai dit, parce que le maigre budget national ne pourra pas suffire. Je vous rappelle que le budget d'Haïti, pays indépendant, est 3 fois moins que celui de l'université de Harvard. Ça vous donne une idée de l'échelle dont on parle. Donc il faut aller chercher l'argent où on peut le trouver, mais il faut le miser sur l'avenir. Je ne le dirai jamais assez, 70% de la population haïtienne est âgée de moins de 30 ans, et c'est sur elle qu'il faut miser. Justement, c'est 70% âgés de moins de 30 ans qu'il faut éduquer, qu'il faut former. Dans quelle langue est-ce que vous imaginez cette formation, cette éducation? En créole ou en français? Alors, moi, sur la question des langues, j'ai une opinion assez particulière. Moi, je ne pense pas qu'on doit être pour ou contre le français, pour ou contre le créole. Moi, je dis que je veux participer d'une politique qui habilite les jeunes à parler le plus de langues que possible. Au lieu de retirer le français, je préfère ajouter l'anglais. Je préfère, toutes choses étant égales par ailleurs, que chaque Haïtien puisse parler créole, qui est la langue maman, mais puisse aussi parler le français, mais puisse aussi parler l'anglais. Et pourquoi pas l'espagnol? Donc moi, je suis dans une logique multilinguiste et je suis dans une logique de préparer un citoyen haïtien préparé pour le monde et pas seulement pour nos 27 000 km². Et tous ceux qui font un plaidoyer pro-domo excessif pour que les Haïtiens parlent une seule langue, le créole ou le français, je dis que c'est limiter l'intelligence de notre jeunesse, qui mérite mieux que ça. Tout à fait. Alors on me dira que je suis peut-être d'une nature optimiste, mais je crois que nous avons les capacités de pouvoir former notre jeunesse à parler toutes les langues et à être prêt à briller dans tous les pays du monde. Justement, parmi ces langues étrangères, il y a l'espagnol. Oui. Que déjà une bonne partie de notre jeunesse parle. Oui. En particulier parce qu'une grande partie est formée dans le pays voisin. Oui. Et même en Amérique du Sud aussi, Chili. En Amérique du Sud. Alors justement, je voudrais en profiter pour évoquer la relation parfois tendue que Haïti entretient avec ce pays voisin, où une grande partie de notre jeunesse va se former. On considère que les paiements effectués par les familles haïtiennes, aussi bien en Haïti qu'à l'étranger, mais pour payer la scolarité des enfants, des jeunes qui sont au lycée et à l'université, s'élève à plus de 20 millions de dollars. Oh. Qu'est-ce que vous avez dans votre perspective politique en matière de relations vis-à-vis de la République dominicaine? Alors, c'est beaucoup plus que cela que nous apportons à l'économie dominicaine. C'est, bien entendu, ce que vous venez de dire. C'est les loyers, c'est les écolages payés aux universités par les Haïtiens qui vont se former en République dominicaine. Mais sans parler du commerce transfrontalier qui s'élève à plus d'1 milliard de dollars par an. Alors, surtout en faveur de la République dominicaine d'ailleurs. Plus d'1 milliard de dollars par an, justement. Ça fait que c'est le deuxième marché à l'exportation pour la République dominicaine. Après les États-Unis. Et fait très important qu'il ne faut jamais occulter, qu'il faut mettre en premier lieu. La prospérité économique de la République dominicaine est due en grande partie à la main-d'œuvre et aux compétences haïtiennes. Dans les domaines de la construction, dans les domaines de services divers, dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. En fait, Leslie Payan a écrit un livre qui s'appelle Béquille. Béquille, il fait valoir, à juste titre, que souvent, la République dominicaine a été une béquille pour Haïti et Haïti une béquille pour la République dominicaine. La République dominicaine une béquille pour Haïti parce que, vu les problèmes de chômage existants en Haïti, beaucoup de compatriotes s'expatrient en République dominicaine. Beaucoup de nos compatriotes, il y a plus de 400 000 Haïtiens expatriés en République dominicaine. Eh bien, sans parler de leurs descendants. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. D'après les informations de sources fiables
qui doivent encore être officiellement publiés, bien que ça va être difficile parce qu'il y a une grande partie de l'illégalité. Il y a plus de millions d'Haïtiens en République dominicaine. C'est probablement, après les États-Unis, la deuxième terre d'accueil des Haïtiens vivant à l'étranger. D'où l'importance qu'on ait une politique vis-à-vis de la République dominicaine. Une politique vis-à-vis de la République dominicaine qui va au-delà du conflit du canal. Sur le conflit du canal, soyons très clairs, Haïti est dans son droit. Haïti est dans son droit parce que, nous n'en sommes qu'à notre premier captage d'eau sur une rivière qui sillonne la frontière haïtiano-dominicaine, tantôt chez nous, tantôt chez eux, et qui est un bien commun dont les deux pays peuvent exiger, demander exploitation, pour autant que cette exploitation ne dérange pas l'un ou l'autre des pays. Ni ne mettent en cause l'équilibre naturel. L'équilibre naturel, bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Dominicains prétendent qu'il y a une déviation de la rivière. Mais une déviation de la rivière, qui doit décider de cette appellation technique, de cette conclusion technique? Faut-il bien qu'il y ait eu une évaluation indépendante? Le président Abinader a été très vite en besogne. Alors que la diplomatie doit toujours rester dans tout différend international comme le premier recours pour trouver une solution, il a quasiment fermé les frontières. Il a pris des sanctions contre des personnalités qu'il estime être en collusion avec ceux qui construisent le canal. Et en quelque part, il l'a fait alors qu'il y avait sur le sol dominicain des diplomates haïtiens qui étaient en train de négocier, de discuter, de voir comment trouver une solution à l'amiable. Donc il a été très vite en besogne. Il faut dire... Et pourquoi, à votre avis? Quelle est l'intention finale? Écoutez, l'année prochaine, il y a des élections en République dominicaine. Si on veut parler le langage de la vérité, probablement que ces élections à venir ne sont pas étrangères à la décision du président Abinader qui, pour des raisons évidentes, voudrait se placer dans la meilleure position de gagner les prochaines élections. Mais ce que je dis, c'est que les relations entre Haïti et la République dominicaine doivent pouvoir dépasser les questions électorales. Parce que, au-delà du canal, il faut une politique vis-à-vis de la République dominicaine. Justement, si vous étiez en charge de la politique étrangère d'Haïti, votre politique dominicaine, ça consistera en quoi? Une politique vis-à-vis de la République dominicaine, il y aurait plusieurs paliers. D'abord, je ne réinventerai pas la roue. Il y a une commission nationale mixte qui traite des relations haïtiano-dominicaines et qui comprend tous les ministères. Il s'agit maintenant de lui donner ce qu'on appelle le pouvoir politique, de pouvoir influencer le cours des choses. Écoutez, les pays ne changent pas d'adresse. Nous sommes condamnés à coexister avec la République dominicaine. Et de ce point de vue-là, nous devons être extrêmement intelligents et toujours nous battre pour défendre nos intérêts, tout en restant fidèles aux principes qui veulent que deux pays qui se partagent un espace ont tout intérêt à développer des relations mutuellement bénéfiques et respectueuses. Ceci est très important. Le plus souvent, beaucoup des dirigeants dominicains nous regardent de haut. Tout commence par le respect dans la vie. D'ailleurs, une diplomatie bien comprise commence par le respect de l'un envers l'autre. Alors comment justement? Alors, ce que je veux vous dire, c'est le Dominicain au respect. D'abord, il faut que nous ayons du respect pour nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que nous ayons les bonnes personnes à la bonne place. Il faut que les vis-à-vis haïtiens soient des personnalités qui ont la carrure, qui ont les compétences, qui ont l'excellence et qui ont la capacité de négocier avec des vis-à-vis à même niveau. Souvent, ce n'est pas le cas. Nous avons un problème en Haïti. C'est que nos cadres ne sont pas à la hauteur. Et c'est un des combats de l'avenir. C'est qu'il y ait au timon des affaires des hommes et des femmes qui ont les capacités de négocier avec n'importe qui. Ils ne vont pas à la guerre, ils ne vont pas se battre. Ils vont défendre des intérêts, des principes que nous aurons édictés et mis à l'intérieur de ce qu'on appelle une politique vis-à-vis de la République dominicaine. Il faut une composante migratoire. Moi, je reconnais à la République dominicaine de décider de qui elle veut sur son territoire.
Mais je veux aussi qu'en vertu des principes du respect des droits de l'homme, que s'il y a des expulsions ou qu'il y ait des actions contre les émigrés haïtiens, qu'elles soient faites dans le respect de leurs droits et de leur dignité. Ils sont peut-être pauvres, ils ont du s'expatrier, ils recherchent le pain pour leur famille, mais ils ont droit aussi. Donc il faut qu'ils aient un gouvernement qui puisse les accompagner. Illégal ou pas. Donc d'abord la composante migratoire. Maintenant la composante économique. Vous l'avez dit vous-même, un déficit commercial énorme. Pourquoi la République dominicaine importe pour plus d'$1 milliard exporte vers Haïti et que nous ne puissions même pas exporter pour 50 millions? Il y a un problème. Donc, en quelque part, il faut aussi une réciprocité qui doit se négocier. Parce que vous ne savez peut-être pas, je le dis à celles et ceux dans la salle qui ne le savent pas, mais souvent les exportateurs, les opérateurs haïtiens ont toutes les peines au monde à exporter. Or, je reviens du département du Nord-Est et je peux vous dire que toutes les semences, tous les engrais des banques agricoles et des fermes agricoles viennent de la République dominicaine. Donc, une politique vis-à-vis de la République dominicaine n'est pas simplement une politique vis-à-vis de la République dominicaine. C'est aussi une politique nationale pour ne pas nous mettre dans une situation de dépendance par rapport à la République dominicaine. Ce n'est pas normal que l'État haïtien ne puisse pas encadrer certains opérateurs, qu'on ait une banque ou une ferme agricole avec des possibilités que les paysans achètent des engrais, des semences et des outils à prix subventionnés. Ce n'est pas normal. Ça aussi, c'est une composante d'une politique vis-à-vis de la République dominicaine. Donc, la question migratoire, la question économique, la contrebande à la frontière. Ce n'est pas normal que les articles, les items, les produits dominicains rentrent sans payer de droits de douane et de taxes. Et qu'en Haïti, nous en pâtissions. Puisqu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est moins d'argent pour l'État. Et moins d'argent pour l'État pour s'assurer de construire les hôpitaux, les routes, de payer nos professeurs, de payer nos policiers. Ce qui fait et qui alimente cette faiblesse de l'État, un État que nous devons remettre aussi au pied. Donc voilà entre autres quelques éléments qui feraient partie d'une politique vis-à-vis de la République dominicaine, mais qui serait axée surtout sur mettre un secrétaire exécutif côté haïtien de la Commission nationale mixte haïtiano-dominicaine qui est la poigne, qui est la volonté, qui est le support politique pour faire un bon travail et négocier d'égal à égal avec les vis-à-vis dominicains. En parlant donc de rétablissement de l'État dans ses prérogatives, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de rétablir les forces armées d'Haïti? Je crois que c'est une question qui fait polémique, mais je crois qu'il nous faut une armée. Maintenant, il nous faut une armée qui ne soit pas du type de celle qui a assassiné la démocratie en Haïti, qui a assassiné la liberté, qui a fait régresser les droits de l'homme et de la femme. Il faut une armée qui soit limitée en nombre, bien encadrée par un pouvoir civil, mais qui ait les capacités techniques de faire front, de faire face à cette nouvelle menace sécuritaire que nous ne connaissions pas auparavant. Nous faisons face aujourd'hui à une situation de guérilla et de terrorisme. Les gens parlent de gangs armés, mais c'est du terrorisme. Quand des individus sur la route nationale mitraillent un bus où il y a des pauvres gens qui vont travailler et qui rentreront certainement le soir sans avoir gagné ce qui serait le minimum pour pouvoir apporter un plat chaud à leur famille et qu'ils meurent assassinés dans un autobus sans aucune autre forme de raison, c'est du terrorisme. Donc ce qu'il y a en Haïti, ce n'est pas du banditisme, c'est du terrorisme. Alors concrètement, qu'est-ce que vous envisagez pour mettre fin à ce terrorisme en Haïti? Alors, si j'envisage quelque chose, c'est que nous partons du principe que je sois en capacité ou en responsabilité. D'accord. Je pense que sur la question de l'armée, je pense avoir répondu qu'il nous faut une armée spécialisée qui peut nous aider à combattre des gangs qui autrement sont plus armés que la police nationale. Mais qu'il faut qu'on fasse attention à ce que cette armée, elle soit inscrite, son fonctionnement soit inscrit dans une logique qui n'abîme pas la démocratie haïtienne, qui l'a d'ailleurs déjà trop été pendant les 35 dernières années, pour ne pas dire nos 2 siècles d'existence. Je suis responsable d'un parti politique qui ambitionne de concourir aux prochaines élections lorsqu'elles auront lieu et quand elles seront techniquement possibles.
et que la situation sécuritaire s'y prêtera. Si la chance nous sourit et que nous parvenions au timon des affaires, nous aurions 3 priorités. La première, c'est la sécurité. La deuxième, c'est l'éducation, bien entendu. Et la troisième, c'est la création d'emplois. La sécurité, vous savez, je dis souvent qu'il faut 50 personnes à la bonne place pour changer Haïti à tout jamais. Les gens s'étonnent. Et je dis une autre chose qui étonne souvent les gens. Les gens se disent, mais par où commencer? Haïti est le pays le plus facile à changer au monde. Par contre, c'est le pays le plus difficile à accéder au pouvoir. Parce que la politique en Haïti se fait dans la boue et dans le sang, et qu'il y a ce qu'on appelle les forces obscures, qui feront toujours obstacle à toute mouvance progressiste, démocratique, capable d'apporter une rupture réelle. Et ça, vous devez le savoir. Et vous êtes capable, vous, de vous battre dans la boue et dans le sang? J'ai été footballeur aux Violettes. Excellent d'ailleurs. Merci. Merci, merci. Et aller en sélection nationale. Et en sélection nationale. Et j'étais connu comme un joueur qui ne se laissait pas faire sur le terrain. Je veux dire, quand il faut se battre, il faut se battre. Pour autant que la finalité soit positive et qu'on soit du bon côté de l'histoire. Parce que le combat ne vaut que lorsqu'on est du bon côté de l'histoire. Le combat ne vaut que par la finalité des objectifs de ce combat. C'est quoi le bon côté de l'histoire? Le bon côté de l'histoire, c'est de remettre de l'ordre dans un beau pays qui mérite mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. La moralité de l'histoire, c'est que Haïti ne peut plus continuer à vivre avec des Haïtiens et des Haïtiennes, et vous l'avez dit un jour, monsieur le professeur, qui vivent comme des rats chez eux. Et qui sortent ne sachant pas s'ils vont rentrer chez eux. Haïti ne peut pas continuer à vivre dans cette misère abjecte que je vois tous les jours. Haïti ne peut pas continuer à vivre de la recherche éternelle d'accords politiques parce que les élites politiques ont décidé de ne pas jouer le jeu démocratique. Il y a une perversion de la démocratie pendant 35 ans. Il n'est pas normal que le Parlement ne soit pas l'espace où on retrouve les meilleurs d'entre nous, mais probablement un espace où on retrouve certaines personnes qui soient là à la recherche de l'immunité parlementaire. C'est une perversion de la démocratie. Il faut que ça s'arrête. On peut avoir une démocratie en Haïti pour autant que les règles du jeu soient respectées. Pour autant, et ça je dois le dire, même que je suis pour une révision constitutionnelle, je dis toujours, monsieur le professeur, que ceux qui ne veulent pas changer la constitution haïtienne ont un argument en béton armé. Ils disent, mais ce n'est pas la constitution le problème. C'est les Haïtiens et les Haïtiennes ou les élites haïtiennes qui ne veulent pas l'appliquer. Ils ont raison aussi, mais ce n'est pas que ça. Moi, j'ai été au Parlement, j'ai vu les goulots d'étranglement, j'ai vu les carences, j'ai vu les lacunes, j'ai vu les faiblesses. Il faut réviser la Constitution. Et ça, c'est un combat que nous devons mener, n'était-ce que pour favoriser ici dans la salle certaines personnes à pouvoir prétendre à une double nationalité, à prétendre avoir certains droits dont jouissent, dont devrait pouvoir jouer une diaspora, puisqu'au fond, ces droits, on doit les donner à un pays. Dans des pays avec une forte proposante à l'extérieur, il faut s'organiser pour intégrer la diaspora. Et ça, c'est une forme d'intégration. Donc voilà, c'est ce que je dirais à ce propos-là. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez maintenant de la décision de confier au Kenya la mission onusienne censée rétablir l'ordre en Haïti? Avant de répondre à cette question, il y a des questions encore plus importantes auxquelles il faut répondre avant. D'abord, est-ce que la police nationale est en capacité aujourd'hui de sécuriser la population haïtienne? Deuxièmement, y a-t-il un plan de sécurité en Haïti qui peut permettre une solidarité internationale agissante et efficace rapidement? Je ne suis pas sûr. En tout état de cause, le problème haïtien est grave. Une force de 1000 Kenyans, 200 ou 300 autres venant des pays de la Caraïbe. Il faut que toute disposition devant aider Haïti à retrouver la sécurité soit inclue dans une approche globale
qui a d'un côté l'approche sécuritaire et d'un côté l'approche politique. On ne peut pas avoir de solution sécuritaire pour autant qu'on n'a pas résolu la question politique. Et c'est pour cela que je fais un appel aux forces politiques du pays, aux forces vives d'Haïti, pour leur dire que le moment est important pour qu'ensemble nous puissions trouver ce compromis qui permette de définir quel est l'accompagnement dont nous aurons besoin de la part de la communauté internationale pour résoudre le problème de sécurité. Il y a des gens qui vous disent que 1000 personnes, c'est comme disait mon comptable, c'est une grosse blague. Parce qu'il y a des gens qui estiment qu'il en faudrait beaucoup plus. Mais d'un point de vue stratégique, quel est le panorama de ces forces que vous voulez mettre ensemble? Est-ce que c'est tout le monde, y compris les gangs, par exemple? Non. Pas du tout. Qu'est-ce que vous dites aux gangs? Pas du tout. Moi je ne m'adresse pas aux gangs, je m'adresse aux forces vives du pays. Je m'adresse à l'intelligentsia haïtienne. Je m'adresse aux élites politiques et économiques. Et je leur dis qu'aujourd'hui, l'heure du ralliement national, l'heure du sursaut national, l'heure de l'union sacrée a sonné. Il faut pouvoir mettre de côté les différences et pouvoir trouver un compromis politique sur ces deux niveaux-là. Quel est l'encadrement dont nous avons besoin pour restaurer la sécurité en Haïti? D'un côté, il faut le décider ensemble, car Ariel Henry, Premier ministre de facto, ne peut pas décider pour le pays. D'un côté. Et lorsque vous tenez ce... Excusez-moi, professeur, avec tout le respect que j'ai pour vous. Et la deuxième partie, c'est la question politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accord politique qui puisse corroborer, qui puisse accepter, qui puisse accompagner toute disposition d'ordre sécuritaire pour restaurer la loi et la paix en Haïti. Alors justement, ce discours, lorsque vous le tenez à vos partenaires politiques, qu'est-ce qui empêche, par exemple, que s'enclenche ce processus consensuel? Quelle est la clé d'intelligence du blocage, en fait? La méfiance. Il faut voir deux choses. D'abord, la méfiance. En Haïti, aujourd'hui, il y a un mur de méfiance entre tous les Haïtiens. Et ça se traduit dans la vie de tous les jours. Moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas de mur entre les maisons voisines. Aujourd'hui, les murs sont de 2 mètres de haut. Le professeur ne fait pas confiance à l'élève. L'élève ne fait pas confiance au censeur. Les voisins ne font pas confiance aux voisines. La population ne fait pas confiance à ses dirigeants. Les enfants ne font pas confiance à leurs parents. Donc nous avons un problème sérieux. Donc l'union ne fait plus la force? Pour le moment, de certains points de vue, non. Par contre, il y a des exemples qui nous montrent que l'union fait la force et que nous pouvons prêcher par l'exemple. Le canal. Le canal, au-delà du canal, c'est le symbolisme du canal. D'un peuple qui estime que dans son bon droit, il est du bon côté de l'histoire et qu'il doit avancer contre vents et marées. C'est un symbole, le canal. Alors je dis toujours qu'au-delà du canal, il faut aussi penser que le canal, c'est quoi? C'est l'accès à l'eau. Et l'accès à l'eau, c'est quoi? C'est un élément d'une politique globale pour la production nationale. Il faut aller voir la question des terres. Il faut aller voir la question des engrais, des semences, des outils. Donc, il faut une politique agricole comme il faut une politique vis-à-vis de la République dominicaine, avec l'eau comme étant un des éléments importants. Je ferme la parenthèse, mais c'est dans le symbolisme. Et je crois que il est évident que nous, sur la table des discussions, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des acteurs politiques qui sont là, peut-être tout simplement parce qu'ils veulent, dans le deal politique qui va être signé, bénéficier d'un ministère ou d'un avantage quelconque. Il y en a d'autres qui sont là pour les bonnes raisons, ils veulent contribuer à ce qu'il y ait un accord politique qui permette d'aller aux élections. Il y en a qui sont là probablement parce que, en fait, ils ont peut-être même intérêt à ce que la crise perdure. Donc, je ne peux pas ici me faire l'avocat des acteurs politiques autour de la table. Parce qu'en fait, ils ne sont pas motivés par les mêmes intérêts. Et qu'en quelque part, c'est pour ça aussi que je fais cet appel pour leur dire qu'aujourd'hui, au point où nous en sommes, il faut oublier les querelles de chapelle, il faut oublier les intérêts personnels, il faut faire l'union sacrée derrière
une feuille de route d'une transition qui nous permette d'aller aux élections qui ne soient pas contestées à l'avenir. Alors, si justement on vous prenait au mot et que les partenaires politiques se rangeaient derrière vous, quel serait, sur le chemin que vous allez leur tracer, les 3 atouts qui vont vous permettre de réussir et les 3 handicaps, les 3 défis auxquels vous aurez à faire face? Donc, quelques mots. Donc, vous me demandez de me mettre à la place d'un Premier ministre qui assurerait la transition. Ça ne va pas me faire beaucoup d'amis en Haïti à mon retour. Par exemple. 3 atouts. Écoutez, d'abord, aujourd'hui, un Premier ministre en Haïti doit se présenter tous les soirs à la télévision en treillis militaire pour annoncer, pour informer la population des dispositions qui ont été prises pendant la journée pour combattre les gangs et restaurer la sécurité. Sécurité, sécurité, sécurité. C'est la première responsabilité d'un dirigeant qui veut sortir la tête haute de l'histoire. De l'histoire. Donc, moi, la première des choses que je ferai, c'est que je concentrerai tous mes efforts, tous mes moyens, tout ce dont j'ai en ma possession comme atout, qu'il soit politique, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, vers cet objectif. La sécurité. La deuxième, il faudrait mettre en confiance les partis politiques. On n'assume pas une transition pour autre que les partis politiques appelés à concourir aux élections. Faut-il bien que moi, acteur politique, j'ai confiance en un chef de gouvernement qui ne va pas utiliser la machine de l'État pour favoriser sa famille politique. Donc la deuxième chose, j'essaierai d'inspirer confiance. Et comment on inspire confiance? Et c'est la troisième chose. Il faut ensemble décider de certaines actions urgentes. La première, c'est ensemble que nous devons décider d'un conseil électoral. Et moi, je pense que nous devrions rester très près de l'esprit de la Constitution et que les 9 membres soient choisis à partir de secteurs bien spécifiques. Cependant, professeur Théodore, je voudrais ajouter ici que ce n'est pas parce qu'un secteur choisit une personnalité que cette personnalité est au-dessus de tout soupçon ou remplit les critères nécessaires. Il faut aussi un deuxième filtre qui est celui qu'il faut un profil des personnalités que les secteurs doivent choisir pour envoyer au conseil électoral. Donc, ça, c'est une chose importante. Il faut qu'ensemble nous fassions le conseil électoral et qu'ensemble nous puissions décider de la manière dont nous allons procéder pour réviser la Constitution. Il y a 3 grands... Vous allez dire quelque chose? 3 handicaps. Ah, les 3 handicaps. Ok, d'accord. Je parle beaucoup et c'est... Non. C'est le café qu'on m'a donné qui est un peu fort. C'est juste pour vous accompagner dans... D'accord. Les 3 handicaps, la méfiance. On ne se parle plus en Haïti. On ne s'écoute plus dans la roule des émotions collectives. Les discours qui ont un sens ont tendance à n'être pas audibles. Les réseaux sociaux n'aident pas. Et c'est pour ça que je salue d'ailleurs Haïti Inter, qui est une plateforme numérique et qui privilégie un contenu de qualité, mais qui privilégie aussi un format d'excellence. Je pense que c'est un exemple à suivre. Et par la presse haïtienne, où tous ceux qui ont l'ambition de pouvoir occuper un espace sur le terrain numérique. La méfiance. La deuxième chose, c'est que c'est des hommes et des femmes qui font un pays. Il y a tant de personnes qui sont parties. Il y a un problème de ressources en Haïti. Même quand on voudra faire marcher des institutions, il y a un grave problème de trouver les bonnes personnes pour les mettre à la bonne place. Et ça, c'est un problème qu'on a tendance à sous-estimer, mais qui est d'une gravité énorme pour Haïti. Et je vous interpelle tous et toutes ici ce soir pour vous encourager le temps venu à retourner au pays, car nous aurons besoin de compétences pour cet Haïti dont nous rêvons. Donc ça, c'est le deuxième élément que je dirais être un handicap. Et le troisième, je dirais, c'est l'ambiance générale délétère. Vous n'avez pas idée combien de jeunes aujourd'hui se suicident
Des crises cardiaques à 20, à 30, à 40 ans. Il y a une ambiance générale délétère et défaitiste. Et dès lors que la société est ankylosée d'un défaitisme aussi fort, il est extrêmement difficile pour quiconque aux affaires de pouvoir allumer la flamme de l'espoir chez les citoyens et les citoyennes. Justement, ça ne vous fait pas peur? C'est-à-dire, face à l'immensité du chantier, est-ce que vous avez justement cette flamme nécessaire pour nous mettre le feu? Professeur Théodate, j'ai fait le choix de vie de continuer à faire de la politique. J'ai lancé avec d'autres amis un parti politique. Je salue ici la présence de Saint-Jean-Joseph, qui est le coordonnateur des branches extérieures de En Avant, qui est avec moi. Un homme remarquable, admirable. Un leader communautaire, apprécié de la communauté haïtienne de Paris. Nous aurions aimé pouvoir mettre le pied à l'étrier à d'autres profils, d'autres visages, pour faire valoir d'autres idées et d'autres valeurs. Et parmi ces valeurs, c'est celle de croire que quelque chose est possible. Car tout commence dans la croyance, tout commence dans l'espoir, tout commence dans le rêve. Vaut mieux rêver en couleur, au moins on atterrira en noir et blanc. Donc, pour moi, c'est important de rappeler qu'avant toute chose, le devoir d'espérer est celui qui doit animer chacun et chacune d'entre nous. Bien, je vous remercie pour cet entretien très engageant. Et je m'adresse maintenant au public pour savoir s'il y a des personnes désireuses de s'entretenir avec M. Jerry Tardieu. Il y a un micro qui se promène dans la salle, vous avez la parole. Permettez-moi, monsieur le professeur, de vous remercier de votre invitation, de votre aimable invitation et de m'avoir permis à m'adresser à un public que je n'ai pas vu depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à Paris. Je ne vais pas rester longtemps, quelques jours. Mais merci beaucoup de l'opportunité que vous m'avez offerte ce soir. Merci, monsieur le professeur. C'est un plaisir. Emmanuel Vilsain, artiste, enseignant. Le tableau dressé est sombre, chaotique. L'horizon tend à s'obscurcir. Et puis il y a votre voix qui se dresse face aux forces de ténèbres, comme vous avez dit. Et par le biais de votre rassemblement en avant, pour proposer un renouveau politique et pour proposer un rassemblement. Le défi est immense. Insécurité, crise politique, crise constitutionnelle, insécurité alimentaire, dégradation environnementale. Ma question est maintenant, au-delà de cette crise multisectorielle, cette crise qui gangrène tous les aspects de la vie politique haïtienne, il y a la question de la société avec le handicap de la méfiance dont vous avez fait mention tout à l'heure à plusieurs reprises. Maintenant, comment recoudre le tissu social haïtien? Comment maintenant faire face à cette méfiance? Comment redonner, comment ressouder les Haïtiens entre eux? Nous avons bien sûr cet aspect du canal qui revient. On a cet épisode qui est à la fois historique, qui a justement des réflexions, on a des réflexions à porter sur l'histoire entre les deux pays, mais au-delà de ça, comment recoudre le tissu social haïtien, comment mettre les Haïtiens d'accord ensemble, comment travailler à la fois avec la diaspora et Haïti, comment travailler avec les divers secteurs rural, citadin, intellectuel, paysan. Donc, quelle serait du coup la proposition efficace? Mais merci pour la question. Tâche pour le moins ardue, compliquée et difficile. Il faut partir d'une situation où la roule des émotions collectives en Haïti n'est pas nécessairement des plus propices pour porter un discours rassembleur qui projette
une projection d'avenir dans la modernité, la fraternité, le vivre ensemble, ça va être très difficile. Ça va être difficile, mais il faut qu'on commence en quelque part. Et moi, loin de moi de penser que c'est une voix qui propose ce qu'il faut faire, je suis une des voix qui exprime la nécessité de ne pas abdiquer, de ne pas se décourager et de continuer à se battre. J'ose espérer qu'il y aura d'autres voix. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Haïti, il y a une majorité silencieuse. Les plus audacieux ne sont pas nécessairement les meilleurs d'entre nous. Mais il va falloir arriver à un moment où cette majorité silencieuse se décide d'être un peu plus audacieuse que ceux qui aujourd'hui occupent le haut du pavé. Et c'est ce déclic qu'il faudra. Est-ce que ça va se faire à la faveur d'une élection? Probablement. Est-ce qu'il y aura une plateforme porteuse de modernité, de changement, de rupture versus d'autres plateformes qui symboliseront le passé, la corruption, la régression, l'immoralité? Moi, je crois qu'on va en arriver là. C'est pour ça que je me bats pour deux choses. D'abord, m'assurer que cette transition soit la dernière, dans le sens que il nous faut aujourd'hui rejoindre le Conseil des Nations démocratiques en organisant des élections de façon régulière. Et deuxièmement, parce que de mon expérience sur le terrain, puisque pendant 2 ans, j'ai été à la tête d'une commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui m'a amené partout dans le pays, j'ai remarqué que cette majorité silencieuse, du jour où elle décidera de rentrer en action, pourra rapidement changer le cours des choses. Donc c'est le plus grand vœu que je peux faire. Et de par votre question, je sais déjà que vous faites partie de cette majorité silencieuse. Et aujourd'hui, moi silencieuse, parce que je vous ai dit ce que vous pensez. Merci pour la question, j'apprécie. Monsieur Tardieu, vous avez dit être déçu de l'engagement des Haïtiens expatriés. Comment peut-on aujourd'hui, concrètement, en tant que jeune expatrié, s'impliquer pour le pays? Merci beaucoup, madame. La question est pertinente. Et c'est vrai que je regrette souvent une certaine apathie de la communauté haïtienne expatriée. Je ne peux pas vous mettre dans ce lot parce que ce soir, alors qu'il fait très froid, vous êtes là au Café Gabriel à répondre présent à l'invitation de Haïti Inter. C'est un format assez intéressant, familier, chaleureux, que j'apprécie beaucoup, je dois dire. D'abord, il faut prioriser ce que vous estimez être le plus important pour vous. Pour moi, et je ne peux pas parler pour vous. La première des choses qu'il vous faut, c'est la capacité de pouvoir influencer le cours des choses chez vous. Et comment influencer le cours des choses chez vous? C'est la capacité de pouvoir voter pour les dirigeants d'Haïti. Donc ce que vous devez faire, c'est vous organiser en association et peser sur les autorités politiques en Haïti. Parce que ne pensez pas que la classe politique traditionnelle ça sera pas facile pour vous. Ils vont se mettre au travers de votre route. Il y a plusieurs échéances que vous devez regarder. Il faut que vous soyez très ferme, madame. Il faut un représentant de la diaspora au niveau du prochain conseil électoral. Il faut que vous soyez très ferme, madame. S'il faut une nouvelle gouvernance pour la transition, ce que nous voulons, il faut, dans un conseil de transition, un représentant de la diaspora. Il faut être très ferme, madame, que dans la loi électorale, il soit stipulé cette phrase importante. Les Haïtiens vivant à l'étranger ont qualité d'électeurs. Mais pour cela, madame, vous devez vous battre. La dernière fois que vous vous êtes battu, c'était contre l'ignominie de ceux qui avaient osé qualifier les Haïtiens d'être à l'origine du sida en New York. À ce moment, nous avons bloqué le Brooklyn Bridge et ils nous ont entendus. Mais vous devez vous faire entendre. Il faut des manifestations, il faut des conférences, il faut vous organiser, il faut vous battre, il faut qu'on vous entende. Moi, je ne vous entends pas. C'est là qu'il faut aller se battre. Ensuite, il y a beaucoup d'autres dispositions qu'on peut prendre pour favoriser. J'ai parlé d'un plan national de réinsertion des cadres. Les cadres du public qui sont partis, il faut pouvoir, à condition égale, les faire revenir en Haïti. Il faut, pour celles et ceux qui veulent retourner dans leur commune et natale,
la possibilité d'avoir probablement des incitations fiscales s'ils vont, on va dire, investir dans des secteurs qu'on peut juger prioritaires. Je pense à l'éducation. Quelqu'un qui veut créer une école, quelqu'un qui veut investir dans une cassaverie, dans un moulin à riz, dans une porcherie, dans une... que sais-je. Mais il faut que cette personne puisse avoir une incitation fiscale à le faire dès lors qu'elle a décidé de quitter son confort à Paris, à Montréal, au Canada ou je ne sais où, et pour rentrer au pays. Donc voilà, c'est à ce combat que je vous invite, madame. Merci de la question. On va prendre une dernière intervention. Vous avez parlé de la difficulté des Haïtiens à voter quand ils sont à l'étranger. Et comment vous vous positionnez sur la difficulté des Haïtiens en Haïti? Je pense notamment à voter, je pense notamment à tous les problèmes autour de Dermalogue, de l'état civil et tout ça. Ou même en Haïti, il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès. Excellente question. Naturellement, comme je suis ici à Paris, je parlais des difficultés liées au vote des Haïtiens vivant à Paris. Mais cela n'enlève en rien les grandes difficultés auxquelles vous faites référence, qui sont celles des populations locales à voter. La carte Dermalogue. D'abord, je l'ai toujours dit, il faut une audit de cette carte. Dans le sens que nous puissions nous assurer que techniquement, elle soit en mesure d'organiser des élections libres, honnêtes, crédibles et transparentes. Ça, c'est la première des choses. Et pour cela, je crois comprendre que le directeur de l'ONU que j'ai appelé à ce propos, pour lui demander où il en était, il se prépare à faire un appel d'offres restreint avec 3 firmes internationales qui vont venir donner une consultation sur l'aspect technique de la carte Dermalogue. Je dois dire qu'a priori, c'est une compagnie qui est connue à l'étranger et qu'en quelque part, si magouille il doit y avoir, c'est peut-être dans la manipulation, mais ce n'est pas dans le système en soi. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, madame, vous l'avez dit, il faut s'assurer qu'il y ait tous ceux en âge de voter capables de voter. Donc il faut qu'ils aient cette carte. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a au moins 1 million, pour ne pas dire presque 1,5 million à ne pas l'avoir. Donc il faut encore activer un processus pour rendre possible le fait que les citoyens puissent faire émettre leur carte. Et de ce point de vue-là, il y a un système qui n'est pas mal, qui est celui de permettre à des équipes mobiles d'aller dans les sections communales reculées. Sauf qu'il y a un danger aussi. C'est que si le processus est biaisé et qu'il y a une partisanerie politique, on irait dans les sections communales et celles et ceux ayant la responsabilité d'émettre les cartes seraient émises seulement par leurs partisans politiques. D'où la question de la méfiance, d'où la question de la confiance dont j'ai parlé. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, bien entendu, moi, votre serviteur, je n'irai pas aux élections qui ne soient pas organisées dans des conditions sécuritaires adéquates. Il est évident qu'aujourd'hui, on est obligé de parler d'élections parce que de toutes les façons, à la fin, on les aura dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 30 ans, dans 300 ans, et il y aura des élections un jour. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler. Mais madame, je voudrais être très très clair et vous m'offrez la possibilité de le dire de façon directe. C'est que pour autant que les conditions sécuritaires ne sont pas au point, ou suffisantes, jamais notre parti n'acceptera que des Haïtiens et des Haïtiennes se fassent massacrer aux urnes. Que des candidats ne peuvent pas faire campagne. Alors que pour faire campagne, ils doivent être parrainés par un chef de gang. Jamais nous n'accepterons. D'où le défi, aujourd'hui, l'urgence du moment est celui de rétablir la sécurité partout dans le pays et pour tout le monde. Merci madame. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est sur ces paroles que je vais vous dire, moi, à mon tour, merci. Merci également à l'assistance qui a été nombreuse et une écoute de qualité. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur le professeur. Et merci à Guy Ferrolus, merci à l'équipe d'Haïti Inter, merci à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Et puis, comme on dit chez nous, que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup.